Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et sans vous faire trop tarder, vous saviez dans quel show auquel on va s'y attaquer. Et le show auquel on va parler aujourd'hui s'intitule WWE NXT Heatwave 2025. Donc Heatwave qui veut dire tout simplement vague de chaleur. Est-ce que ce show de NXT a largement dépassé le show Forbidden Door? Je ne crois pas. Parce que oui, pour rappel, sachez que la WWE a voulu mettre le show tout simplement Heatwave en face du show Forbidden Door entre NJPW et AEW pour espérer leur faire de l'ombre. Je trouve que c'était vraiment une idée stupide de la WWE, selon moi, parce que je n'ai pas encore regardé Forbidden Door, mais ça va pas tarder que je regarde. Et d'ailleurs, désolé pour le petit retard, c'est parce que entre le montage que je devrais faire et la vidéo qu'elle normalement devrait sortir, j'ai pas été assez très présomptueux, en sachant que j'étais très occupé. Enfin, je l'ai pas sorti très rapidement, si vous voulez dire plus simple. Enfin, si vous voulez que je dise plus simple. Mais voilà, j'ai pas trop besoin de trop me justifier, ce n'est que désolé de vous avoir fait attendre. Et ce que je peux dire sur le show Heatwave, certes, il était bon, mais selon moi, ça reste tout de même Forbidden Door, qui a été un petit peu à la hauteur de mes attentes. Je vais pas vous le mentir, et pourtant, je rappelle, je ne l'ai pas encore regardé complètement, mais ça va pas tarder. Mais bref, passons directement aux choses sérieuses, avec tout simplement le premier match de la soirée. Oui, tout simplement, excusez-moi si je m'étais trompé et que je ne l'ai pas dit très correctement. Mais le premier match de la soirée, laissez-moi trouver la carte, si vous permettez. Allez, où est-ce que t'es? Ah bah tiens, le premier match de la soirée, c'est un match triple menace pour déterminer la prétendante numéro 1 au titre féminin de NXT de la WWE. Tout simplement, les participantes Lola Vice contre Jada Parker contre Kelani Jordan. Un combat de trois, certes, bombasses, d'excellentes athlètes et j'en passe d'autres, mais que pour mettre dans le moule, ils mettent ça directement dans le premier match de la soirée, ce qui permet de au moins faire ouvert le show de la plus belle des manières. Peut-être que ça aurait été les trois qui auraient été toutes méritantes. Ça pourrait être Lola Vice qui a déjà tenté à plusieurs reprises mais sans succès. Pareil pour Jada Parker ou Kelani Jordan. Même si pour Kelani Jordan je suis moins hypé de si elle aurait réussi. Malencontreusement pour moi. Alors que les deux autres ça m'aurait absolument pas du tout gêné. Parce que tout simplement ça a commencé le match avec une bagarre d'ego, de paroles. Ouais, ce serait moi la prochaine championne. Non, ce serait moi la prochaine championne. Non, ce serait moi la prochaine championne. Bref, des trucs de gaminerie auxquels je n'aime pas trop. Et que c'est assez risible de voir ça de nos jours. Et auquel je comprends pourquoi je ne suis pas très investi à la plupart de ces personnes. Mais au niveau du match, ça s'est démarré totalement crescendo. T'as même pas eu le temps de cligner des yeux, que ça commence direct. Et que bah, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu regardes qui tu peux te ranger. Et que c'est assez très dur à dire. Mais bon, j'ai pas envie de trop m'éterniser sur ce match-là, si ce n'est que dans le climax du show, ça a enchaîné très grave, avec des enchaînements tels que les tentatives de Spring Like et Moonsault, tentative de backfist, et que par la suite, lorsqu'il y a un retournement de situation, il y a Jada Parker qui remonte sur le ring en faisant sa fameux entre guillemets coup de hanche, moi j'appelle ça plutôt un coup de cul, auquel elle appelle ça le hypnotique. Si j'ai bien compris, le hypnotique, ça s'intitule hypnotique, comme si son fessier on était hypnotisé par son fessier.
on va dire les termes. Eh bien, ça a permis pour mettre KO Kelani Jordan. Et par la suite, Lola Vice en termine avec son fameux backfist pour la victoire. Donc c'est Lola Vice qui remporte le match et qui a le privilège d'affronter la championne en titre. Soit pour le prochain événement ou dans un NXT hebdomadaire weekly. C'est fort possible, mais on verra bien. En tout cas, victoire de Lola Vice. Ensuite, le deuxième match. Match pour les titres par équipe de NXT de la WWE. Tout simplement The Dark States et les participants dans The Dark States qui participent, Dion Lennox et Osiris Griffin, accompagnés par Cutler James et Sakon Sugars. Les Shield 3.0 version certes un peu plus mieux que Rétribution. Pour moi, Rétribution, c'est un peu le Shield 2.0 qui est un sacré gros flop. Mais le Dark States, je suis pas trop rangé derrière eux, si ce n'est que, certes, ils sont peut-être athlétiques, ils ont la plupart un bon physique, mais les noms et un peu le charisme laissent pour moi un petit peu à désirer, je vais pas vous mentir. Qu'ils affrontent Hank et Tank, donc Hank Walker et Tank Ledger. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça aussi, ça a démarré très vite comme sur des roulettes. Et que, faut dire, ça poursuit directement au tambour battant. De manière, on se dit, mais pourquoi ils se pressent autant? Est-ce qu'ils n'ont pas le temps d'épater la galerie? Alors qu'ils ont largement le temps de montrer ce qu'ils savent tous faire, de la part des 4 hommes. Eh ben non, ça se précipite. On veut pas perdre une miette de temps, on enchaîne grave, on affaiblit nos adversaires du soir, ou de l'autre côté, on essaye de survivre à nos adversaires qui sont de réelles menaces. Donc je parle bien sûr de The Dark State, alors que du côté de Hank et Tank, eux, ils luttent pour leur survie et qui veulent toujours détenir les titres, malgré qu'ils ont en face d'eux des jeunes qui ont faim de loup, qui se sont affamés, qui veulent de grosses victoires et peut-être une prochaine réussite. Et que tout simplement, je vais vous directement spoiler parce que j'ai pas besoin de trop en dire dans ce match-là. Même que les champions ont voulu en finir avec Dion Lennox et Osiris Griffin, eh bien, parfois il y a des tentatives d'intervention à l'extérieur par les 2 membres, donc Cutler James et Sakon Sugars, pour distraire les champions ou distraire l'arbitre. Eh bien, ça permet aux 2 autres équipes de The Dark State, Dion Lennox ou Osiris Griffin, de prendre l'avantage et de tout simplement éjecter l'un puis affaiblir d'autres. Et le finish va se conclure par un Doomsday Device à la manière des Legion of Doom, donc LOD, ou plutôt les Road Warriors. Donc le clin d'œil et l'hommage étaient pas mal, je trouve. Et que c'est grâce à cette prise-là auquel ils remportent le match et les ceintures. Donc les nouveaux champions par équipe de NXT WWE, The Dark State, Dion Lennox et Osiris Griffin. Est-ce que ça va continuer dans la continuité? En tout cas, je l'ignore, mais si jamais il continue comme ça dans cette lancée, là, je pourrais, on va dire, retirer de ce que je pourrais dire, même si dommage ça a déjà été fait, mais je veux bien leur donner une petite pièce et une petite chance qui peuvent peut-être réussir dans NXT, dans le roster principal. Ça peut être un petit peu compliqué, mais on verra bien, tout simplement. Mais voilà tout. Donc voilà, match numéro 3, match triple menace pour le titre championne féminin des knockouts de la TNA, entre Ash by Elegance, accompagné par The Sister by Elegance brand, donc la marque des sœurs élégantes, Hater by Elegance et M by Elegance. J'imagine que M c'est pour Melissa by Elegance, il me semble, je ne sais plus, mais en tout cas je le dis comme ça au pif. Et toujours accompagné par The Personal Concierge, donc
le concierge personnel de H by Elegance et de la marque Elegance, bah tout simplement contre Masha Slamovich et surtout contre Jessie Jane, accompagnée par les Fatal Influence, Fallon Henley et Jasmine Nix. Et vu comment je dois dire du bien de cette très chère Jessie Jane, la Tribal Queen pour mon très cher Pierre-Paul, et qu'il veut que je la traite digne et respect. Ok, d'accord, je fais ça pour toi, mon cher Pierre-Paul. Tu veux que je dise du bien de elle? Ok. Bah, j'ai trouvé que dans ce match-là, Jessie Jane, pour être honnête avec toi, et pour être honnête aussi avec vous autres tous qui regardent cette vidéo, chers auditeurs ou auditrices, ou simples visionneurs, ou je ne sais quoi d'autre, ben, elle a été incroyable, je ne vais pas vous le mentir, elle a été plutôt... elle a mené une bonne performance admirable, sans trop en faire trop des caisses, parce que le but c'est de ne pas en faire beaucoup trop pour épater une bande de dégénérés, mais plutôt pour faire apprécier les admirateurs, et auquel ben, j'ai plutôt été étonné de Jessie Jane. Et ce n'est pas, on va dire, un avis très forcé de la part d'un abonné. Non. Je le dis pour être plus précis et pour être plus honnête. Et auquel, ben, c'est vrai que je n'ai jamais été trop fan de Jessie Jane, je vous le dis. Je n'ai jamais été trop fan de Fatal Influence ou de Fallon Henley, encore moins de Jasmine Nix. Mais je reconnais que peu importe qui s'en sorte le mieux dans cette faction, elles font le bon taf. Même si ces temps-ci, on a remarqué des petites tensions entre Jessie, Fallon et Jasmine. On sent qu'il y a comme des petites fissures qui sont en train de dégrader leur amitié. Et pourtant, je dis ça, mais la dernière fois auquel il y a eu cet effet-là, on a bel et bien cru qu'il allait y avoir une séparation. Mais finalement, il n'y en a pas eu, parce que tout simplement, elles ont su se remettre en question et revenir en force. Mais là, est-ce que ça peut encore se rabibocher sans avoir de problème? Pas sûr. Alors que du côté de Masha Slamovich, là, on sait qu'elle avait perdu le titre de la TNA face à Jessie Jane et qu'elle veut retenter, reconquérir le titre qu'elle a perdu. Et d'un autre côté, quelqu'un qu'on se demande qu'est-ce qu'elle fout là à un premier abord, ben, H by Elegance, eh bien, je sais pas quoi trop vous dire, si ce n'est que ils l'ont mis tout simplement dans le triple threat, tout simplement pour espérer de toucher l'or auquel elle essayait d'avoir il y a déjà un an, mais qu'elle n'avait pas réussi. Et que là, elle se voit offert une chance de essayer d'arracher le titre de Jessie Jane. Dans le match, il y a eu des tas d'enchaînements, comme je l'ai dit. Jessie Jane fait une prestation remarquable. Pareil pour Masha Slamovich, ce qui n'est pas très surprenant. Et H by Elegance, certes, elle n'est pas pour moi très incroyable techniquement et tout ce que je pourrais en dire d'autre, mais on va dire athlétiquement, c'est vrai qu'elle surprend plus d'un. Sans trop aller dans du léchage de bottes, si vous voulez mon avis. Et que après que tout le monde a été renvoyé au vestiaire, donc la marque Elegance et Fatal Affluence, ça va se jouer entre les trois femmes, même si au bout d'un moment donné il va y avoir une intervention des sœurs Elegance pour écarter Jessie Jane du match. Donc elles vont la tirer à l'extérieur, même s'il n'y a pas de disqualification entre les guillemets, il y a tout de même une intervention, et que ça va permettre à H by Elegance de faire un Swanton Bomb sur Masha Slamovich et par la suite remporter le titre féminin knockout de la TNA. Donc oui, vous avez bel et bien compris, c'est H by Elegance qui remporte le titre féminin knockout de la TNA. Et ce qu'on peut dire, c'est que maintenant du côté des sœurs élégantes, eh bien les titres s'accumulent. On a les championnes féminins knockout de la TNA et maintenant le titre féminin knockout.
tout simplement. Donc les Sœurs Élégantes sont championnes au complet. Un peu, c'est vrai qu'il y a une petite inspiration à l'équipe de l'époque, The Beautiful People, pour ceux qui s'y connaissent, avec Angelina Love, et aussi avec... allez, comment elle se faisait appeler je sais qu'il y avait la leaduse qui était Angelina Love, puis il y avait... allez, j'avais les noms, mais je me rappelle plus. Bref, on s'en fout. J'ai complètement oublié les noms, je m'en excuse sincèrement. Pourtant, quand j'ai regardé la TNA, je ne pouvais pas oublier certains des noms, mais là, ça m'échappe complètement. C'est dingue comment je pourrais oublier. Mais bon, voilà, ce que je peux dire, c'est les Beautiful People, Angelina Love, et j'en passe d'autres. Mais voilà quoi. Rebby Sky peut-être. Non. Bref, je préfère oublier. Mais bon, vous avez compris. Je tourne en rond, je perds la mémoire, je souffre d'une maladie d'Alzheimer à force d'oublier les noms, même si c'est pas vrai, mais bon, je taquine. Voilà, si ce n'est que victoire de H by Elegance, et je passe à la suite, et c'est le match numéro 4. Et ce match numéro 4, c'est un match simple, entre Blake Monroe contre Jordynne Grace, et que ce match-là, pourquoi il est-il lieu? Tout simplement à cause d'une histoire de d'amis ou partenaires qui n'a pas été tenue sur le long terme, et que c'est un peu déplorable pour certains d'entre les deux, ou certaines des deux quoi. Et celui qui a été déplorable, ça a été Jordynne Grace, auquel elle s'était pas remis de cette fameuse trahison que Blake Monroe lui a infligée. Et dire que lorsqu'elle est arrivée à NXT, elle était la babyface, certes, je le reconnais qu'elle était la babyface, mais depuis qu'elle s'est alliée avec Jordynne Grace, eh bien, elle a voulu lui faire des petites leçons de manucure, de, de coiffure et j'en passe d'autres. Bref, essaie de créer un lien avec une catcheuse de NXT, et auquel elle aura réussi son coup, mais qui n'a pas duré en même pas une semaine. Ce qui est un peu con, mais c'est comme ça comment on peut créer une rivalité qui mène quelque part. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça dure 1 ou 2 mois et après c'est l'explosion. Mais qu'ils ont voulu faire très rapidement pour faire propulser Blake Monroe au sein des plus grosses îles de la compagnie. Surtout de NXT, surtout de NXT. Car elle va avoir plusieurs attaques contre Jordynne Grace, notamment auquel elle tacle le physique de l'époque, auquel Jordynne Grace était un peu ronde, pour éviter de dire grosse, mais elle était un peu ronde. Donc elle taclait le physique comme quoi elle était ronde et que c'était pas, on va dire, très glamour pour elle. Donc elle a passé la plus claire de son temps à tacler sévèrement Jordynne Grace, mais Jordynne Grace veut lui montrer à Blake Monroe maintenant qui est la vraie leader quoi. Enfin, pas la leader, mais elle veut lui faire montrer à Blake Monroe ce que c'est la leader, donc le côté très moche, laid, ce que vous voulez. Et dans ce match-là, il y avait eu un côté stratégique, surtout de la part de Blake Monroe, qui, lorsque Jordynne Grace est à un moment d'inattention, eh bien, elle saisit l'occasion pour faire une torsion du bras et de travailler très sérieusement au niveau du bras, alors que Jordynne Grace, malgré la douleur, elle continue le match, elle se laisse pas abattre, et qu'elle veut montrer à Blake Monroe qui gère le mieux à la NXT. Donc elle veut lui montrer qu'elle peut lui tenir tête, beau que celle-ci lui passe un mauvais quart d'heure. Puis il va y avoir un tournant dans le match. Je sais que elle va retirer le bas de la protection, donc de la première corde qui mène au niveau du bas, et qu'elle va l'enlever la protection tout simplement, et qui va plutôt la servir dans le climax du match. Même si on a eu des belles tentatives et des prises quasiment inédites de la part de l'un des deux, que ce soit Jackhammer, Alabama Slam, ou même un genre de German suplex, mais
de façon assez très surprenant. Et c'est pas les espèces de German suplex basiques, hein, c'est vraiment un German suplex auquel ben, il y a le porté au niveau ben, du corps. Je sais pas comment vous le dire, si ce n'est que l'adversaire, elle est entre guillemets à plat ventre, mais que celle qui la porte, ben, le porte tout simplement pour effectuer le mouvement, et puis la bascule en arrière pour effectuer un German suplex assez modifié. Mais bon, ça c'est pas la première fois que je vois de Jordynne Grace, si ce n'est que ben, ça peut surprendre plus d'un à voir ce genre de manœuvre. Et puis, ben, tout simplement, ben, je vais directement passer au tournant ben, du climax du match. Après des multiples tentatives, essayer de faire un Grace Driver ou Double Arm DDT ou je ne sais quelle autre prise. Il va avoir ben, un croc en jambe de la part de Blake Monroe que Jordynne Grace va atterrir la tête la première dans la deuxième coin de protection. Puis elle va utiliser son pied pour écraser la face de Jordynne Grace sur la première tendor qui n'était pas protégée et auquel elle avait retiré la protection. Puis elle enchaîne directement avec un double arm DDT et qu'elle effectue le tombé pour la victoire. Voilà tout. Donc c'est victoire de Blake Monroe qui remporte le match. Et est-ce qu'elle pourrait atteindre des sommets ou alors peut-être atteindre un titre secondaire? Si ça aurait été le cas, moi je dirais oui. Mais vu comment ce n'est pas le cas, vu comment la championne nord-américaine défend bah, pas tous les jours en PLE, pay-per-view, son titre, ce qui est assez flagrant pour moi. Selon moi, une championne doit défendre son titre bah, tous les jours, chaque semaine et chaque mois auquel il y a un pay-per-view. Car selon moi, une championne qui ne défend pas son titre tous les jours et à mes yeux en tout cas, n'est pas une championne digne de confiance. En tout cas, je le vois de cette manière. Mais ce n'est pas le cas de Shawn Michaels et encore moins de Triple H. J'ai bien l'impression. Hein. Purée, qu'est-ce que ça devient n'importe quoi quand je vois ce genre de décision merdique. Par contre, si j'aurais voulu, j'aurais fait une pause pour vous dire qui étaient les petits Full People, mais pourquoi je perdrais mon temps à le dire si ce n'est que peut-être une prochaine fois, j'essaierai de mieux retenir et que je pourrais essayer d'en dire un peu plus. Donc j'avais dit Angelina Love, Madison Rayne, et à l'époque c'était Lacey Von Erich, ou après ça a été changé avec Ruby Sky. Je crois que c'était ça, hein, dans les petits Full People. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, si ce n'est que... Voilà, je crois que je l'ai dit, que maintenant je peux clôturer avec ça. Et que je passe au 5e match. Et après, il reste plus qu'un match après c'est terminé. Donc voilà. Match par équipe mixte entre l'équipe des Canadiens. Donc Ethan Page et Chelsea Green accompagnés par The Elvis Secret. Donc Alba Fire et Piper Niven. Contre l'équipe USA des États-Unis d'Amérique. Tavion 8 et Tira May Steele. Donc oui, ce match est entre autres USA contre Canada, les États-Unis contre le Canada. Ça me rappelle l'époque quand Bret Hart était le heel de la compagnie et auquel il était en guerre contre les États-Unis. Et que lorsqu'ils arrivent au pays du Canada, ils sont accueillis comme des dieux, alors quand ils sont accueillis aux États-Unis, ils sont accueillis comme des merdes. Et que là, entre Ethan Page et Chelsea Green, c'est pas du tout la même chose, je trouve. Je trouve que peu importe s'ils soutiennent leur pays, le Canada, ils sont pas tellement si détestés que ça. Parce que l'ironie de ce match-là, vous allez peut-être comprendre, c'est que les Canadiens sont hyper soutenus, alors que du côté des Américains, beau que ce sont des babyface, Tavion 8 et Tira May Steele, ils sont plutôt détestés. Alors qu'ils sont les gentils, hein. Ce sont eux les gentils, hein. Mais le public s'en carrait les steaks. Donc ils s'en battaient les steaks de savoir s'ils sont gentils et qu'on doit adorer les Américains. Eux, ils sont plutôt du côté des Hills, donc l'équipe canadienne.
Ah, si vous avez l'occasion de voir ça, ben, vous allez peut-être comprendre à quel point je ne suis pas en train d'halluciner et que bah, c'est sûr que les favoris c'est Ethan Page et Chelsea Green, alors que du côté des ceux qui n'ont pas bah, beaucoup d'expérience, donc Tavion 8 et la rookie Tyra Maysteel, malgré qu'elle a participé aux Jeux Olympiques et auquel elle a remporté le médaille d'or olympique, et pareil pour Tavion 8, il a aussi participé aux Jeux Olympiques, mais qui n'a pas, on va dire, remporté de médaille d'or, je crois, si je dis pas de bêtises, mais qu'il avait quand même remporté pas mal de récompenses. Eh bien, malgré leur réussite du côté de l'équipe américaine, ben, la faveur n'est pas de leur côté. Parce que c'est bien beau de se prendre pour les prochains Kurt Angle, que ce soit pour Tavion 8 ou enfin, Tyra May Steele, mais en essayant de faire comme lui, vous ne pouvez pas faire mieux que Kurt Angle, parce qu'on a vu à quoi ça donnait avec, bah, avec l'autre, quoi. L'autre connard que j'avais le nom en tête. Euh, comment il s'appelle encore? Bref, ça se mélange dans ma tête, hein, à tel point que j'oublie les noms. C'est incroyable, hein. Mais en tout cas, lui aussi, il avait été médaillé d'or olympique et auquel ça s'est plutôt mal passé auprès du public d'NXT. On nous présentait comme le futur Kurt Angle et finalement, bah, c'est une plus grosse déception, un échec au sein de la WWE. Pourtant, j'avais dit le nom, hein. Je crois que c'était Gable Stevenson, si j'ai bien compris. Gable Stevenson. Je crois que c'est lui, hein. En tout cas, si c'est lui, ben, faites-moi le savoir. Enfin, surtout Pierre-Paul, si tu veux bien m'aider. Toi, mon cher ami québécois. Je suis presque sûr que tu soutiens l'équipe des Canadiens de Ethan Page et Chelsea Green. Parce que ce qui est sûr, celle qui a été la plus over durant le match, c'était Chelsea Green. Ethan Page aussi, mais celle qui a eu une plus grosse ovation, c'était Chelsea. En même temps, avec le côté assez humoristique, un peu pèse de sa part, il y a de quoi aussi d'être en admiration de son travail. Et du coup, ben, j'étais plutôt surpris de la part du public et j'ai quand même adoré ce moment-là. Même s'il y a eu la grosse domination du côté des Américains, ce sera tout de même les Canadiens qui vont remporter le match à la fin. Et celui qui va être sacrifié durant le match, ben, ça va être ben, Tyra May Steele, qui va subir le Unprettier Kill Switch de la part de Chelsea Green pour la victoire. Donc c'est l'équipe des Canadiens qui remporte le match sous l'ovation du public qui étaient... Attendez, si j'ai bien compris, ils étaient du côté de Boston, Massachusetts. Ouais, le show en question, Heatwave, ça s'est déroulé à Boston, Massachusetts. Donc oui, on va dire qu'ils étaient pour les Canadiens plutôt que pour les Américains. C'est assez fort pour les Américains de ne pas soutenir leur équipe américaine. Donc oui, c'est vrai que quelque part il y a un petit peu un manque de logique, mais c'est eux qui ont choisi, on peut pas trop les contredire. Voilà tout. Et maintenant, je passe au main event, match pour le titre d'NXT, donc tout simplement du côté masculin, Obafemi contre Jivon Evans. Alors, comment le match a eu-t-il lieu? Bah tout simplement parce que Jivon Evans a remporté un match qui a été brutal dans le sens où il a failli bah, être paralysé à vie face à Trick Williams suite à un spot très violent de la table des commentateurs et auquel bah, j'ai cru qu'il avait carrément atterri sous la tête très lourdement, même sur le dos, très lourdement. Mais finalement, malgré la douleur et malgré tout ce que Trick Williams pouvait en faire, il a fallu une distraction de Mike Santana pour que Jivon Evans prenne du poil de la bête et qui bat Trick Williams pour une chance au titre de Obafemi. Lui, Trick Williams, enfin Trick Williams, non pas lui, pas ce connard de Trick Williams. Ce que je veux dire, Jivon Evans
excusez-moi. Bah, lui, c'est sûr que ça fait un petit moment qu'il court après le titre, mais sans succès, et qu'il veut prouver à Obafemi qu'il a l'écran, il a les crocs, il a faim, il veut une chance au titre, et qu'il veut espérer d'être champion. Lui qui écoute les conseils, que ce soit de Randy Orton, de n'importe quel catcheur confirmé de la WWE, et surtout d'une grande légende telle que l'Undertaker, ce qui n'est pas le cas de Trick Williams. Même si je suppose que la plupart des légendes et catcheurs croient en la plupart de ces superstars, je ne leur doute pas un seul instant. Et ce qui est sûr, c'est que il veut à tout prix espérer de battre Obafemi pour, pour montrer à quel point il n'est plus, on va dire, ce jeune euh, insouciant, naïf, même s'il a un côté réflexe trop de jeune. C'est-à-dire le côté jeunesse, je vole partout dans tous les sens, je vais tellement haut que je sais que je vais atterrir très lourdement, et parce que la chute peut être terrible. On va dire ça comme les termes. Et là, durant le match face à Obafemi, ben, il a voulu tenir tête, malgré que Obafemi était en phase de domination du début de combat. Ça arrive à Obafemi qui sous-estime ses adversaires, parce qu'on l'a vu à quelques reprises sous-estimer la plupart de ses adversaires, ce qui est un peu l'une des erreurs de Obafemi, sous-estimer ses adversaires, alors que tu dois les prendre pour égal. Mais bon, vu comment c'est l'un des champions les plus dominants, il y a de quoi aussi pour lui qui montre à quel point il est supérieur à tout le monde, même si en tant que champion très dominant, on peut parfois tomber sur sa kryptonite, un peu comme Superman. Parce que même un simple rouleur, donc quelqu'un de très dominant comme Obafemi, ne peut pas être aussi invincible, intouchable, bref, imbattable au possible. Parce que tous les, tous les personnes très dominants ont un point faible. Et que ça peut arriver, ça peut mener à quelque chose, si c'est possible. Mais dans le match, c'est sûr que Jivon Evans a tout fait pour tenir tête à Obafemi et qu'il prouve à quel point qu'il existe, qu'il va pas lâcher l'affaire, même si ce dernier lui fait terriblement mal et qu'il le détruit petit à petit. Et pourtant, dans le reste du match, il va avoir un comeback de Jivon Evans qui va enchaîner avec des multiples coups, des multiples kicks, surtout son fameux kick auquel il a l'habitude de voler dans tous les sens. Donc il va enchaîner des kicks à tout vaille, tentatives de prises spéciaux auxquelles il peut effectuer, notamment tenter un cutter auquel il va effectuer sur Obafemi. Puis il va essayer son double jump cutter, mais il se fait manger par une manchette à l'européenne. Et que il y a aussi des tentatives de powerbomb, mais qui ne passent pas. Puis, au moment où Jivon Evans était presque sûr de faillir l'avoir avec des multiples frog splash, il a fait la première, puis la deuxième, ça n'a pas suffi. Puis il essaye une autre prise. Il va percuter l'arbitre, donc il va avoir un ref bump. Et par la suite, il va enchaîner son fameux pop-up cutter, digne des RKO de Randy Orton. Parce que Obafemi voulait faire sa powerbomb, mais il s'est fait contrer en pop-up cutter. Puis le double jump cutter. Et au moment où il effectue le tombé, le pied de Obafemi, qui n'était pas sur la corde, mais plutôt en dessous des cordes. Et j'espère que vous connaissez les règles. Quand un catcheur a les pieds dans les cordes, ou alors qui est en dessous de la corde, comme si sa jambe est en dehors de la surface du combat, c'est rebreak et que tout simplement on peut pas valider le tombé. Et bien à un moment donné, l'arbitre va compter 3 et l'autre arbitre qui avait été mis KO par Jivon Evans sans le vouloir, fait rappeler que non, il est en dessous de la surface de combat, ça ne compte pas, donc c'est le match continue. Et on était presque sûr que Jivon Evans allait remporter le match à ce moment-là. Tellement sûr, mais non, que nenni.
Donc bien sûr, les gens n'étaient pas satisfaits, ils ont commencé à chanter bullshit. Et puis quand Obafemi revient, ben, il s'empare de Jevon Evans et qui l'envoie sous la table des commentateurs qui explose. Puis il remet Jevon Evans sous le ring et qui va tenter sa pop-up Liger Sedan Powerbomb pour la victoire. Donc c'est Obafemi qui conserve le titre NXT et que pour l'instant personne n'arrive à le battre Obafemi, si ce n'est que il va avoir l'entrée de Ricky Saint qui va défier Obafemi. Donc oui, il le défie comme ça pour le titre, même si je suppose qu'il n'a pas gagné d'enjeu pour avoir une chance au titre, mais il veut avoir sa chance. Et là, je me dis, c'est vrai que j'aime pas cette manière-là de venir et d'avoir un match directement. Mais vu comment il y a peut-être quelque chose à faire, je me dis, pourquoi pas? Tentons le tout pour le coup. Et ce qu'on peut dire, voilà comment se termine la fin du show. Donc c'est sûr, c'est terminé, ce NXT Heatwave. Et maintenant, je passe à la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.